Musique douce, entraînante et chaleureuse du générique de l'Historien du dimanche. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous dominical avec l'histoire. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une plongée fascinante dans le passé, un voyage où nous allons explorer un aspect souvent méconnu, mais ô combien essentiel, de la vie quotidienne de nos ancêtres. La santé, les soins et, oui, ce qui se rapprochait le plus de nos sanatoriums dans l'Antiquité. Lorsque l'on parle de sanatorium aujourd'hui, on imagine des établissements modernes, souvent en montagne, dédiés aux longues convalescences, à la tuberculose autrefois, ou à des traitements spécifiques. Mais alors, où allait-on si l'on était malade pour une longue période, si l'on cherchait un lieu de guérison et de repos il y a 2 ou 3 000 ans? C'est la question que nous allons explorer ensemble. Préparez-vous à être surpris par l'ingéniosité, la spiritualité et parfois la science qui régissaient les pratiques de soins de l'époque. Notre voyage commence dans les sables chauds de l'Égypte ancienne, il y a plus de 3000 ans. On y découvre des traces de ce qui pourrait être les prémices d'une médecine organisée. Les Égyptiens avaient déjà une compréhension étonnamment avancée du corps humain, fruit de leur pratique de l'embaumement qui leur donnait un accès unique à l'anatomie. Ils avaient des médecins spécialisés, oui, déjà. Des dentistes, des ophtalmologues, des chirurgiens. Imaginez, des papyrus comme celui d'Eber ou d'Edwin Smith, véritables encyclopédies médicales, décrivent des maladies, des diagnostics et des traitements pour des affections allant des maux de tête aux fractures complexes. Mais où ces soins étaient-ils prodigués? Principalement dans les temples. Ces lieux sacrés n'étaient pas seulement des centres de culte, mais aussi des pôles de savoir et de guérison. Des prêtres médecins y officiaient, mêlant rituels divins, herbes médicinales et une forme de chirurgie rudimentaire. On y venait chercher le repos de l'âme et du corps, espérant une intervention divine combinée à l'expertise des soignants. Ce n'était pas un sanatorium au sens strict, mais l'idée d'un lieu dédié à la guérison, où le spirituel et le physique se rejoignaient, commençait à prendre forme. Avançons un peu dans le temps et l'espace, direction la Grèce antique, berceau de notre civilisation occidentale. C'est là que l'idée d'un lieu de soins et de repos prend une dimension nouvelle, fascinante, et très proche de ce que l'on pourrait appeler nos premiers centres de bien-être, ou sanatoriums, les Asclépieions. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'Asclépios, le dieu grec de la médecine, souvent représenté avec son bâton autour duquel s'enroule un serpent, devenu le symbole de la médecine. Asclépios n'était pas qu'une divinité mythologique, il était au cœur d'un culte de guérison qui donna naissance à des sanctuaires dédiés à la santé. Ces Asclépieions étaient dispersés dans toute la Grèce et ses colonies, les plus célèbres étant ceux d'Épidore, de Cos ou de Pergame. Imaginez un instant, vous êtes un citoyen grec souffrant d'une maladie chronique, d'une blessure persistante, ou d'un mal que les médecins traditionnels n'ont pas su soulager. Votre dernier espoir? L'Asclépieion. Ce n'était pas un simple hôpital, loin de là. C'était un complexe architectural grandiose, souvent situé dans des lieux apaisants, au cœur de la nature, près d'une source sacrée, entouré de forêts et de collines. L'air y était pur, le silence seulement troublé par le chant des cigales et le clapotis de l'eau. Dès votre arrivée, le processus de guérison commençait. On vous demandait d'abord de vous purifier, bain rituel, jeûne, offrande. L'idée était de préparer le corps et l'esprit à l'expérience sacrée. Puis venait le moment le plus mystérieux et crucial, l'incubation. Les malades dormaient dans l'abaton, un dortoir sacré. On croyait qu'Asclépios lui-même, ou l'un de ces serpents sacrés, apparaîtrait en rêve pour révéler le diagnostic ou le remède. Les prêtres médecins, après avoir interprété ces rêves, prescrivaient ensuite les traitements. Mais ce n'était pas tout. Un Asclépieion, c'était une véritable machine à soigner et à prendre soin. On y trouvait des gymnases pour l'exercice physique, des théâtres pour la distraction et la catharsis. Car l'esprit aussi devait être soigné, des bibliothèques, des jardins paisibles pour la promenade. Les patients y séjournaient parfois des semaines, des mois, bénéficiant d'un régime alimentaire spécifique, d'exercices physiques adaptés, d'hydrothérapie grâce aux sources thermales, et de remèdes à base de plantes. C'était une approche holistique avant l'heure, où le repos, la nature, la spiritualité, l'activité physique et même le divertissement contribuaient à la guérison. Vous ne trouvez pas que cela ressemble étrangement à nos cliniques du sommeil, nos centres de bien-être actuels, mais avec une dimension sacrée en plus ? C'est tout simplement époustouflant. Bien sûr, l'Antiquité grecque est aussi l'époque d'un certain Hippocrate, le « père de la médecine », comme on le nomme souvent. Hippocrate et son école, autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, ont commencé à rationaliser la médecine, à la détacher progressivement de l'explication purement divine.
Pour lui, la maladie n'était pas une punition des dieux, mais un déséquilibre des humeurs du corps, sang, pH flegme, bile jaune et bile noire. Sa méthode reposait sur l'observation attentive des symptômes, la formulation d'un diagnostic et d'un pronostic, et des traitements basés sur le régime alimentaire, l'exercice, le repos et des remèdes naturels. Ce qui est fascinant, c'est que ces deux approches, la médecine des Asclépieions et la médecine hippocratique, ont coexisté. Les sanctuaires divins offraient l'espoir et la prise en charge globale, tandis que les médecins hippocratiques apportaient une expertise plus scientifique, plus empirique. Ils se complétaient, finalement. L'idée de prendre en charge le malade dans son ensemble, corps et esprit, au sein d'un environnement propice, était déjà bien ancrée. Maintenant, traversons la mer Adriatique et faisons un bond jusqu'à Rome, l'empire le plus puissant de l'Antiquité. Les Romains, pragmatiques et ingénieurs hors pair, ont eux aussi développé des systèmes de soins remarquables, adaptés à leur société et à leurs défis. On pense immédiatement au célèbre terme romain. Plus que de simples bains, ces immenses complexes étaient de véritables centres de vie sociale, d'hygiène publique et, oui, de bien-être. Imaginez-vous, après une journée de travail, vous vous rendez au terme. Vous passez par le vestiaire, puis la palestre pour un peu d'exercice physique, avant d'enchaîner avec les bains, le frigidarium, froid, le tépidarium, tiède, et le caldarium, chaud, souvent agrémenté de massages et d'huile. Mais au-delà de l'hygiène et du plaisir, les termes avaient une dimension thérapeutique indéniable. Les médecins romains, influencés par la médecine grecque, recommandaient l'hydrothérapie pour de nombreuses affections, douleurs articulaires, problèmes de peau, fatigue générale. Les sources thermales naturelles, souvent exploitées par les Romains, étaient réputées pour leurs vertus curatives. Des villes entières, comme Basse en Grande-Bretagne, Aquae Ulysse pour les Romains, ont été construites autour de ces sources, transformant ces lieux en de véritables stations thermales avant la lettre, où l'on venait pour se soigner, se reposer et socialiser. Ces termes étaient, à leur manière, des sanatoriums publics, accessibles à tous, promouvant la prévention et le maintien d'une bonne santé. Les Romains ont également fait œuvre de pionniers dans l'organisation de la médecine militaire. Avec une armée aussi vaste et omniprésente, il fallait bien prendre soin des soldats blessés ou malades. C'est ainsi que sont apparus les valetudinaria, les premiers hôpitaux militaires dédiés. Ces établissements, souvent situés à l'intérieur des camps ou à proximité, étaient des structures permanentes, dotées de salles de soins, de salles d'opération, de latrines et de sources d'eau. Des médecins militaires y officiaient, s'occupant des blessures de guerre, des maladies infectieuses, et assurant la convalescence des soldats. C'était une approche très organisée, axée sur l'efficacité et le rétablissement rapide des troupes. Pour les civils, la médecine restait majoritairement privée, avec des médecins itinérants ou attachés aux grandes familles, mais l'idée d'une structure dédiée à la guérison de masse était bel et bien née. Et puis, il y a Galien, ce médecin grec qui officia à Rome au IIe siècle après Jésus-Christ. Il fut l'un des plus grands médecins de l'Antiquité, dont les écrits ont influencé la médecine occidentale pendant plus de 1000 ans. Galien, qui était aussi un philosophe, insistait sur l'importance de l'équilibre du corps, du régime alimentaire, de l'exercice et de l'environnement pour maintenir la santé. Il pratiquait des dissections d'animaux pour mieux comprendre l'anatomie et la physiologie, et ses traitements étaient souvent complexes, mêlant plantes, minéraux et techniques chirurgicales. Il incarne cette transition entre la médecine empirique et une approche plus scientifique, tout en reconnaissant l'importance de l'hygiène et du mode de vie, des piliers fondamentaux de nos sanatoriums antiques. En regardant à travers ces différentes civilisations, on peut voir des fils conducteurs se dessiner. L'importance de la nature, de l'eau pure, de l'air sain, du repos et d'une alimentation équilibrée. La conviction que la guérison ne passait pas seulement par une potion ou une incision, mais par une prise en charge globale de l'individu, de son corps et de son esprit. Que ce soit sous la forme des sanctuaires d'Asclépios, des termes romains ou des valetudinaria, l'Antiquité nous montre une conscience aiguë de la nécessité de lieux dédiés à la restauration de la santé. Ces établissements antiques, bien que différents de nos sanatoriums modernes, partageaient la même ambition fondamentale, offrir un cadre propice à la guérison et à la convalescence, loin des tracas du quotidien, en combinant des traitements médicaux, une hygiène de vie spécifique et un environnement apaisant. Il nous rappelle que l'humanité, depuis toujours, cherche à apprivoiser la maladie et à prendre soin de ses membres, avec une ingéniosité et une sagesse qui continuent de nous éclairer aujourd'hui. En somme, si l'on ne peut pas parler de « sanatorium » à proprement parler dans l'Antiquité,
L'esprit de ces institutions était déjà bien présent, parfois même avec une dimension spirituelle qui manque peut-être à nos établissements contemporains. Nos ancêtres avaient compris que la santé était un équilibre délicat, un dialogue constant entre l'homme et son environnement, entre son corps et son esprit. Et ça, mes chers auditeurs, c'est une leçon qui traverse les millénaires. Voilà, mes amis, notre voyage au cœur des sanatoriums et des soins antiques touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que cette exploration vous a passionné autant qu'elle m'a ravi de vous la raconter. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions, ou même vos propres découvertes sur le sujet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle immersion dans les méandres de l'histoire. D'ici là, prenez soin de vous, de votre corps et de votre esprit, car après tout, c'est ce que nos ancêtres nous ont enseigné. C'était votre historien du dimanche, à très vite. Musique douce, entraînante et chaleureuse du générique de l'historien du dimanche, s'intensifie puis s'estompe.